Et à 3 semaines des élections européennes du 9 juin prochain, nous poursuivons notre rendez-vous parti de campagne avec les têtes de liste des principaux partis. Bonsoir Valérie Ayé. Bonsoir. Vous portez la liste Renaissance. Avant de vous entendre, petit résumé de l'européenne que vous êtes avec Lucas Ajdela. Valérie Ayé, voici la photo symbolique que vous nous avez envoyée. Une rencontre avec Volodymyr Zelensky à Kiev en mars. Vous voulez être la candidate du soutien à l'Ukraine. Celle capable de dire non à la Russie et de soutenir la veuve d'Alexis Navalny, l'opposant à Vladimir Poutine décédé en prison. Nous ne vous laisserons pas seuls. Nous serons là, à vos côtés, jusqu'au bout. Et pourtant, en passant au crible vos prises de parole avec notre partenaire Data Politics, une surprise. Vous n'êtes pas la candidate qui évoque le plus l'Ukraine. Vous êtes en revanche celle qui parle le plus de l'Europe, du plan de relance, de la taxe carbone, de la régulation des géants du numérique. Bref, vous défendez avant tout un bilan et une ligne. Quel que soit le problème, la solution passe par l'Europe. Parmi vos 48 propositions, un plan à 1000 milliards d'euros pour investir dans l'énergie, les transports ou la santé, financé en partie par un emprunt européen. Vous souhaitez aussi le triplement des effectifs des gardes-côtes et gardes-frontières européens toujours. Au Parlement, vous votez d'ailleurs 9 fois sur 10 dans le même sens que la majorité des députés. Est-ce à dire, Valérie Ayé, que pour vous, l'Europe n'aurait aucun défaut, ou presque? Valérie Ayé, est-ce qu'elle est si parfaite, cette Union européenne? Non, elle n'est pas parfaite. L'Europe, elle n'est pas parfaite. Et depuis 2019, je suis à la tâche tous les jours pour la transformer, pour la réformer. Après, demander aux Britanniques si c'est mieux sans l'Europe, non, ça ne l'est pas. Et le bilan de 5 ans d'action au Parlement européen depuis 2019, c'est comment on l'a transformé et comment on a protégé les Français grâce à l'Europe. C'est le plan de relance qui a permis de sauver des dizaines de milliers d'emplois en France. C'est les commerçants, les artisans, les PME qui n'ont pas mis la clé sous la porte grâce au plan de relance. C'est la stratégie vaccinale aussi qu'on a mis en place et qui a permis à tous les Français d'être protégés. Moi, aujourd'hui, si vous parlez, un dernier exemple sur lequel je crois qu'il est important pour les Français, moi, je veux aller plus loin aujourd'hui pour continuer à protéger les Européens. Et sur l'exemple de la santé, je suis convaincue qu'en mettant des moyens en commun, d'ici à 10 ans, on peut être le continent qui développera le vaccin contre le cancer, qui développera le traitement contre l'Alzheimer ou la maladie de Charcot qui frappe toutes nos familles. Et c'est cette Europe-là que je veux, porteuse d'espoir et de solutions. Vous parliez de protéger les Français, mais est-ce que vous comprenez ceux qui ont peur de perdre le contrôle sur leur destin? Parce que le droit européen est supérieur au droit français. On nous impose des normes, et des normes qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Vous connaissez bien les agriculteurs, ils l'ont fortement exprimé en début d'année. On a besoin d'Europe et c'est grâce à l'Europe qu'on sera plus fort en France. On l'a vu sur les enjeux agricoles, les agriculteurs ont exprimé des inquiétudes auxquelles on a répondu. Je voudrais aussi dire, pour reparler du Brexit, aujourd'hui, d'ici à 5 ans, une exploitation agricole sur 4 va mettre la clé sous la porte parce qu'il n'y a plus d'aide européenne. Donc l'Europe, elle est là en soutien du monde agricole. Elle est là aussi pour nous donner les moyens de notre indépendance. Le fameux mot de souveraineté, c'est quoi? C'est comment on n'est plus dépendant d'autres puissances. Un exemple, comment on produit chez nous, en Europe, en France, des voitures électriques. Moi, je ne veux pas de voitures chinoises qui viennent inonder nos marchés. Je veux qu'on puisse produire en France des voitures électriques. Ça va être le cas avec 20 000 emplois à la clé dans le nord de la France. Autre exemple, sur les produits pharmaceutiques. Aujourd'hui, il faut faire des dizaines de pharmacies parfois pour trouver du paracétamol ou bien des antibiotiques. C'est évidemment pas tolérable. Et grâce à l'Europe, on va ramener des usines de production de paracétamol à Toulouse, par exemple. La France, elle ne peut pas le faire toute seule. Mais on est plus fort en Europe, en européen, à 27, pour mettre de l'argent sur la table, pour attirer des industriels. C'est ça, cette logique-là et cette dynamique-là. On peut avancer tout seul, évidemment, mais on avance beaucoup plus vite et beaucoup plus fort à 27. Il y a un domaine qui est lié à la souveraineté des États que vous voulez européaniser, c'est la défense. Vous proposez un plan de 100 milliards d'euros. Pour quoi faire? Cet argent, il servirait à quoi? À créer une défense européenne? Oui, à créer une défense européenne parce que regardons le monde regardons le monde dans lequel on est aujourd'hui. À l'Est, Vladimir Poutine qui nous menace.
à l'Ouest, probablement, peut-être, dans 6 mois, Trump qui revient en responsabilité et qui n'aide plus les Européens. Donc on est dans une course contre la montre. Il faut qu'on puisse créer les conditions de notre propre sécurité. Et moi, je souhaite qu'on triple le budget de défense pour l'Europe de manière à être au niveau des États-Unis. C'est prioritaire. Pour armer davantage les pays ou pour créer une armée européenne La priorité, c'est de soutenir notre industrie de défense, de créer les conditions de notre propre sécurité. Il faut là encore qu'on investisse en Européens pour soutenir nos industries de défense et assumer aussi d'aller se fournir chez nos industriels français et européens. La question de la défense, elle est très sensible. On a vu combien les propos d'Emmanuel Macron sur l'arme nucléaire qu'il était prêt à mettre dans le débat de cette défense européenne avaient fait réagir. On est d'accord, il ne s'agit pas de partager notre arme nucléaire avec nos voisins. La position exprimée par le président de la République, elle est très claire. Et je dirais rien de neuf sous le soleil. C'est la doctrine de la France depuis le général de Gaulle. C'est un principe. Les intérêts vitaux de la France dépassent les frontières nationales. Et il a également dit que, évidemment, dans le contexte qu'on connaît, il fallait qu'on réfléchisse et qu'on raisonne à l'échelle européenne. Mais les oppositions qui prétendent qu'on va appuyer à 27 sur le bouton nucléaire, c'est évidemment une polémique qui n'a pas lieu d'être. Évidemment que la décision restera française. On vous a vu avec Volodymyr Zelensky. Vous êtes pour un élargissement de l'Europe à l'Ukraine, à la Moldavie, peut-être un jour à la Géorgie. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette Europe, elle devienne ingouvernable? C'est en tout cas ce que disent les détracteurs de cette idée. Alors, d'abord, le préalable à tout élargissement, ce sont les réformes. Par exemple, sur l'Ukraine ne va pas devenir membre de l'Union européenne demain matin. Ça, c'est une évidence. D'abord, il faut, pour le cas de l'Ukraine, qu'elle ne soit plus en guerre. Et ensuite, il faut que les pays dont on parle, ils se réforment eux-mêmes d'un point de vue économique et d'un point de vue social pour correspondre à nos standards. Et puis, ça ne suffit pas. Il faut nous-mêmes que nous nous réformions. Aujourd'hui, à 27, on voit que l'Union européenne a du mal à fonctionner. Et donc, il faut qu'on ait un processus de décision qui soit bien plus efficace. Donc, l'élargissement, c'est le mérite pour le pays candidat et puis la nécessaire réforme de notre côté préalable. On va parler de cette campagne. Dans les sondages, vous êtes talonné par Raphaël Glucksmann, vous êtes distancié par Jordan Bardella. Vous les avez côtoyés tous les deux au Parlement européen pendant 5 ans. De qui avez-vous le plus peur aujourd'hui ? D'aucun des deux. Moi, je suis là pour parler aux Français du projet qui est le nôtre. Mais votre campagne, elle est au point mort aujourd'hui. Alors, il reste 3 semaines. Moi, je suis confiante et je veux dire aux Français, convaincre les Français qu'ils ont besoin d'Europe pour leur santé, pour leur pouvoir d'achat, pour leurs emplois. C'est le projet que nous portons avec le président de la République, avec la majorité présidentielle, avec une conviction très forte. L'Europe, elle est mortelle. Comment elle est mortelle parce qu'on a des puissances que Jordan qui nous Bardella, par exemple, ait pris autant d'avance sur vous et que vous reculiez dans les sondages, encore une fois? Moi, je ne peux pas me résoudre à ce que l'extrême droite soit si haut dans les sondages. Et je dis aux Français, méfiez-vous. Méfiez-vous des discours de l'extrême droite et des mensonges de l'extrême droite. On l'a vu dans le reportage que vous venez de diffuser sur le sujet immigration. Pendant la campagne électorale, Giorgia Meloni a dit « Avec moi, plus d'immigration ». On voit aujourd'hui qu'elle appelle à l'Europe. Quand on regarde le projet du Rassemblement national, donc aujourd'hui le Rassemblement national ne dit plus qu'il veut sortir de l'Union européenne. Mais quand on regarde son projet, quand on gratte un peu, il veut renationaliser la politique agricole commune. Il veut remettre des frontières entre la France et l'Italie, entre la France et l'Espagne. Il ne veut plus contribuer au budget commun. Si ça ne veut pas dire sortir de l'Europe, pardon, mais si c'est sortir de l'Europe, il ne l'assume pas. Donc je dis aux Français, ne soyez pas dupes des solutions simplistes de l'extrême droite et ne soyez pas dupes de leurs projets réels. Alors face à une campagne, on le disait, qui patine un peu, le président de la République, comme le Premier ministre, se sont impliqués très fortement dans votre campagne. Est-ce qu'ils sont un atout ou un fardeau aujourd'hui? Un atout considérable, évidemment. Vous le savez, en tout cas, l'Europe, pour nous, c'est un élément très, très fort au sein de la majorité présidentielle, auquel nous croyons. Nous, quand nous parlons d'Europe, nous ne mentons pas et nous sommes déterminés. Et puis, je voulais vous dire, moi, quand je suis au Parlement européen, mes partenaires qui ne siègent pas nécessairement dans mon groupe, parfois des socialistes ou des députés qui siègent dans la droite européenne, ils attendent les positions d'Emmanuel Macron parce qu'ils considèrent qu'il est le seul leader en Europe. Donc on a cette dynamique-là derrière le président de la République qui est importante et je pense qu'il faut que les Français sachent et comprennent que pour continuer à transformer l'Europe, eh bien, on a besoin de l'engagement de l'ensemble des composantes de la majorité, du président de la République, du Premier ministre évidemment.
Dernière question qui est un peu plus personnelle, même si elle est très politique. Cette semaine, Gabriel Attal va débattre avec Jordan Bardella. Franchement, est-ce que ce n'était pas votre place à vous, plutôt Comment vous l'avez vécu ? Moi, j'ai déjà débattu face à Jordan Bardella il y a 2 semaines maintenant. C'est un débat particulier qui va être intéressant entre le Premier ministre et le chef du parti, le chef du principal parti d'opposition. Donc ce sera l'occasion de clarifier les projets de part et d'autre. Merci beaucoup Valérie Ayé d'avoir accepté de répondre à nos questions. On vous retrouve mardi sur LCI en débat avec cette autre tête de liste. Ce sera une émission intitulée « La grande confrontation » qui commencera à 20h30.